Et aujourd'hui, surtout merci de cette invitation. J'ai retenu du titre le mot immédiat, et j'entendais tout à l'heure que peut-être que cette séance sera peut-être un peu moins politique, entre guillemets. En effet, moi je vais le placer d'un point de vue d'entrepreneur dans l'immédiateté, et je vais tout de suite préciser qui est Geoxia, parce que ça va teinter tout mon propos derrière. Il y a une sorte de parti pris chez Geoxia pour la construction de maisons pour des gens très modestes. Et donc on est en plein dans le thème de l'accession sociale. Alors, Geoxia, c'est 350 millions de chiffre d'affaires annuel, 90% en construction de maisons neuves et 10% en rénovation. En effet, c'est une activité importante qui croît et sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Dans les 90% de neuf, ça a représenté 4100 maisons vendues en 2014. Ça a été un chiffre en croissance de 4%. Sur un marché de vente dont on disait tout à l'heure qu'il a été de moins 4% l'année dernière. Donc on a réussi à retrouver le chemin de la croissance après avoir connu des années terribles. Et enfin, ces maisons neuves, c'est 90% dans ce qu'on appelle des marques nationales, c'est-à-dire des marques qui sont présentes un peu partout sur le territoire, en tout cas là où ça construit. C'est Maison Phoenix, première notoriété française, c'est Maison Familiale, c'est Maison Castor, qui bénéficient de réseaux nationaux, ou semi-nationaux, pour être modeste. Et puis ce sont quelques marques régionales qui ont été rachetées au fil des ans et qui ne représentent que 10% de notre activité. Donc nous sommes un constructeur particulier parce que nous avons comme stratégie de développer des marques nationales avec les outils de marketing national et la force que l'on peut donner à une marque en France. Et non pas une stratégie de marque régionale avec un entrepreneur individuel talentueux à la tête de chacune des marques et qui fait en sorte d'avoir son rayonnement local. Phoenix, c'est dans les 4100 ventes de l'année dernière, 2100, primo-accédant modeste. Je vais citer juste après Castor. Castor est une maison traditionnelle mais que l'on termine soi-même. C'est donc la deuxième manière d'accéder facilement à l'accession. La première, c'est Phoenix, parce que c'est une solution industrielle dont les prix sont intrinsèquement bas. Et la deuxième, c'est Castor, parce qu'on la finit soi-même et qu'on économise la main-d'œuvre. Castor, c'est 500 ventes. Donc vous voyez, 2100 plus 500 ventes, ça fait 60% de nos ventes en primo-accédant modeste. Maison familiale est positionnée plus milieu de gamme, en plein dans le cœur du marché. Vous entendez souvent dire qu'une maison individuelle de constructeur, ça vaut en gros 1200 € TTC du mètre carré. Eh bien, maison familiale est dans ce créneau, alors que Phoenix et Castor sont dans les 1000 € TTC du mètre carré. Alors, pourquoi le marché de la maison en accession est-il en chute libre, en chute si spectaculaire? On a cité les chiffres tout à l'heure. Alors, un enchaînement infernal d'événements très malheureux. 2011, resserrement des conditions d'octroi du crédit. Perte de pouvoir d'achat immobilier, impact moins 11% sur les ventes. Ce n'était qu'un début. 2012, le fameux PTZ ou PTZ+, à l'époque, je ne me souviens plus, il était peut-être déjà plus, est resserré au profit des zones dites les plus tendues, donc pour construire en ville ou en périurbain. À nouveau, perte de pouvoir du pouvoir d'achat immobilier, moins 10% sur les ventes. Donc les deux premières années de cette catastrophe, ce sont des années financières, ce sont des années de financement. Le crédit n'est plus accessible et n'est plus aux conditions qui avaient prévalu jusqu'alors, alors que le coût des crédits, on le sait, était déjà très bas, était encore plus bas. Donc il y a un paradoxe que beaucoup de gens n'arrivent pas à intégrer, qui est qu'à un moment où le crédit est le plus bas, c'est ce moment-là qui est le plus difficile pour les primo-accédants pour pouvoir y accéder. 2013, introduction de la RT 2012. Impact coût 15%. 15% sur les petites maisons et rien que pour la RT 2012. Rien que pour tout ce qui est autour, je vais dire son isolation, son étanchéité à l'air et la production de fluides, y compris en énergie renouvelable. Et ça donne un impact de 20% sur les ventes. Ça, c'est 2013. 2014, alors j'ai écrit perte de morale des ménages. C'est pas tant une perte de morale parce que quand vous regardez l'indice du moral des ménages à l'INSEE,
il est stable, +1, -1, -1, +2, il est assez stable, mais il y a de la désespérance dans l'air. Et c'est ce qu'on entend, c'est l'article que vous lisiez tout à l'heure. Les gens hésitent à s'engager. Il faut dire que la perspective du chômage est quand même forte et que quand même il y a, quand on s'engage sur un financement aussi long, puisque un primo-accédant modeste s'engage sur 20 à 25 ans, quand on s'engage sur un financement aussi long, on sait qu'on aura une période de chômage et on ne sait pas trop comment on passera cette période de chômage éventuellement en termes de remboursement. On sait que ça sera plus facile de s'arranger avec sa banque que de s'arranger avec un bailleur. En tout cas, c'est ce que nos clients pensent. On n'a jamais vu les banques faire des opérations sauvages de saisie, comme ça a été le cas pour les subprimes aux États-Unis. Et donc, il y a toute une notion de sécurité, une psychologie de sécurité, j'allais presque dire un fantasme de sécurité, donc je pense que c'est plus sûr, en étant propriétaire. Ceci étant dit, en 2014, les candidats étaient tout à fait perplexes devant le principe même de s'engager. Donc dans cette période, je viens vous expliquer comment, à partir de mesures techniques finalement, la finance, l'AFT 2012, le moral des ménages c'est autre chose, à partir de mesures techniques, on peut faire chuter un marché de 40%, et sachez que pour les primo-accédants modestes, ça a été pire. Ça a été 1,5 fois ça, certains disent 2 fois ça, et je vais vous l'illustrer tout à l'heure au travers des chiffres que j'ai distribués pour décrire qui sont aujourd'hui les accédants à la Maison Phoenix. Alors nous, on n'a pas voulu abandonner ce secteur sinistré, donc j'aurais pas un prix international de stratégie. Parce que la stratégie devait dicter d'aller où sont les segments qui restent porteurs. On parle des seniors, on parle des gens plus aisés. Nous sommes culturellement, de façon chromosomique, attachés à ce marché de la maison pour primo-accédant modeste. C'est toute une culture, et j'ai bien vu qu'on ne ferait pas le virage de passer à une culture de la maison de luxe et de la maison d'architecte avec les 1800 collaborateurs de Geoxia. Donc nous nous sommes accrochés sur les primo-accédants modestes qui ont toujours représenté une partie importante du marché, et en espérant que ça reviendrait, puisque l'immobilier est cyclique, chacun le sait, et donc ça reviendrait forcément un jour. Le point de vue est peut-être un petit peu différent maintenant, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc nous nous sommes dit, il faut recréer un marché qui a disparu. Il n'y a pas de fatalité. Le besoin des Français de se loger est intact, le besoin, l'envie de se loger dans une maison neuve est intacte. C'est à nous de trouver les solutions pour que les Français reviennent à la maison individuelle. Et puis on a perçu aussi que le besoin de sécurité immédiate, j'en parlais tout à l'heure, mais pour la retraite est devenu quelque chose de très important. Et au fond de soi-même, le Français modeste sait qu'au moment de la retraite, il ne pourra plus payer un loyer, et que s'il a payé sa maison, il est chez lui, il est en sécurité, il a un toit pour le reste de ses jours. Ou il a une rente pour la dépendance. Donc de plus en plus, la valeur patrimoniale de la maison individuelle acquise suffisamment tôt fait sa place. Donc le frein, c'est le financement. C'est le pouvoir d'achat. Le frein, c'est l'argent. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une enquête du Crédit Foncier sur 4000 répondants du web montrait que 80% des raisons citées pour avoir abandonné un projet d'acquisition au bout d'un an, ces 80% de raisons étaient des raisons financières. Je n'ai pas eu le prêt, je suis persuadé que je n'aurai pas le prêt, le banquier ne m'a pas accordé de financement. Ce qui est vraiment un paradoxe total au moment où les taux d'intérêt sont très faibles. Je vais vous proposer de regarder la statistique d'annulation qui est en page 2 du document. Alors, de quoi parle-t-on ? Quand nous, constructeurs de maisons individuelles, nous signons un contrat, c'est un contrat en conditions suspensives. Conditions suspensives que le client puisse acheter son terrain, se financer et que nous ayons le permis de construire. Donc dans l'ordre, c'est d'abord se financer, avoir le permis de construire et acheter le terrain. 20% des ventes que nous faisons sont annulées pour ces conditions suspensives. J'oublie une quatrième condition suspensive, qui sont celles prévues par la loi. La loi protège à juste titre le consommateur contre les événements de la vie, etc. C'est-à-dire que tant que la maison n'est pas démarrée, le client, pour un certain nombre de bonnes raisons, peut annuler de son propre chef.
Alors donc ça représente 20% de ventes qui ont été faites, mais de maisons qui ne se construiront pas. C'est une réalité profonde dans notre métier. C'est intéressant d'examiner cette frange parce que c'était quasiment fait. Si on les avait faites, il y aurait 20% de construction supplémentaire. C'est énorme. Alors quelles sont les causes? Je les ai classées en 4. Le problème de financement à 35% est le premier. Problème foncier APC, c'est-à-dire que finalement le terrain n'a pas pu être acquis ou le permis de construire a été plus compliqué que prévu, la maison est devenue plus chère une fois que on a déposé le permis de construire, il a fallu des tuiles vieillies à la demande du bâtiment, de l'architecte des bâtiments de France, il a refusé la solution de panneaux solaires compte tenu de la proximité de l'abbaye à 2 km, etc., etc. Et donc nous avons 21% de causes d'échec sur des problèmes fonciers, des problèmes de permis de construire. Les problèmes perso, le divorce, l'entrée en période de chômage à court terme, 22%, donc vous voyez tout ça est très équilibré. Et puis ce que pudiquement j'appelle le désaccord. Le désaccord, c'est souvent quand un autre constructeur vient rafler la vente, c'est-à-dire vient expliquer à notre client comment utiliser les conditions suspensives pour lui passer une commande à lui et payer 5 000 € moins cher. Ça se passe beaucoup comme ça, et donc il y a montée en épingle d'un incident avec le client, et c'est 20%. Mais vous voyez donc que le financement représente à lui un tiers de ces 20%. Si le problème de financement n'existait pas, on aurait directement 7% de construction en plus. Je pense que ça méritait d'être souligné, c'est suffisamment significatif. Alors, comment rétablir ce pouvoir d'achat? Comment réussir à rentrer dans les financements? Il y a 3 leviers traditionnels. Les aides publiques, qui aident le client à se financer. Les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt sont bas, ça va plutôt dans le bon sens. D'ores et déjà, nous avons la hantise de la remontée des taux d'intérêt, mais tous les prévisionnistes pensent que ce ne sera pas cette année. Tant mieux. Le troisième élément, le plus important, c'est le prix. Le prix de revient, le prix de vente lui-même. Alors je vais passer rapidement sur les aides, puisque nous ne sommes pas dans une arène politique aujourd'hui. Nos organisations professionnelles s'en chargent. Je dirais simplement, actuellement, on mélange l'aide à la construction et l'aide aux familles, au travers de cette fameuse APL. Et les députés, les hauts fonctionnaires de Bercy, font semblant ou croient que c'est la même chose, d'aider à la construction, qui est donc d'aider à une activité économique qui permet d'héberger des gens, et d'aider le pouvoir d'achat, c'est-à-dire de donner une aide appelée APL, mais aujourd'hui il y a une nouvelle appellation depuis ce matin, puisque le Premier ministre va proposer autre chose à la place du RSA, qui est simplement une aide au pouvoir d'achat des ménages. L'argent est fongible, c'est censé passer dans le loyer, mais ça passe dans le budget du ménage. Donc les aides, nous en tant que constructeurs, on compte dessus, on ne se fait pas d'illusions, et nos organisations professionnelles s'en chargent. Les taux d'intérêt, bon, les taux d'intérêt, on ne peut pas rêver qu'ils soient plus bas, on n'espère pas qu'ils seront négatifs pour nos clients. La seule hantise, c'est quand ils vont remonter, ils vont contracter d'autant le pouvoir d'achat immobilier de nos clients, on verra tout à l'heure dans quelques statistiques. Et donc à ce moment-là, il faudra qu'on soit prêt, nous, avec des solutions techniques, des solutions sur le prix, à contracter le prix. Actuellement, on a la chance que les surcoûts de la RT 2012 sont financés par les taux d'intérêt bas. Mais ces surcoûts ne devront pas durer éternellement.